Toutes et à tous, et nous voici dans une nouvelle vidéo pour continuer sur notre série de vidéos vers le virus informatique. Et bien, dans cette nouvelle vidéo, nous aborderons, selon une première approche, les registres, la mémoire, les variables, ainsi que les opérations logiques. Bien entendu, une fois cette première approche, nous irons plus loin dans la prochaine vidéo. Alors, tout d'abord, voyons la donnée et le matériel en commençant avec le fameux bus, dont on entend souvent parler. Alors, il faut savoir qu'un bit est transporté sur le circuit par une piste conductrice. De ce fait, une donnée de grand N bits passe par grand N pistes conductrices. Cet ensemble de pistes est appelé bus. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez un exemple de bus de données de 8 bits, de D0 jusqu'à D7, donc 0 jusqu'à 7, ça fait bien 8. Alors, pour permettre une meilleure lecture des schémas de connexion, il est conseillé de représenter un bus de cette manière, c'est-à-dire un seul trait par groupement de conducteurs, barré par un indicateur affichant le nombre de conducteurs le composant. Ici, donc, on barre et on met 8, parce qu'effectivement, il y en a 8. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 sortes de bus. Le bus de données, le bus d'adresse, le bus de contrôle, et enfin, le bus d'alimentation. Nous avons donc le bus d'adressage, l'address bus, je devrais dire, sur lequel le processeur envoie les adresses des cellules mémoire et des entrées et sorties auxquelles il veut accéder. Ensuite, nous avons le bus de données, donc le data bus, qui est bidirectionnel, puisque le processeur l'utilise pour lire, mais aussi pour écrire en mémoire. Donc, on l'appelle aussi I/O, donc input-output. Puis nous avons le bus de contrôle, le control bus, qui véhicule tous les autres signaux. Alors, le CPU utilise l'un d'eux pour indiquer le sens des transferts sur le bus de données, lecture ou écriture. Et c'est par un autre de ces conducteurs que les mémoires signalent quand elles sont prêtes pour répondre à une commande de lecture. En ce qui concerne le bus d'alimentation, eh bien, il n'a pas lieu d'être exploré, sauf dans le cadre d'un développement matériel brut, ce qu'on appelle un modding. En gros, c'est comment vous dire ça, du tuning de PC. Je dis tuning, mais oui, c'est ça, c'est du tuning de PC. Pour mettre des éléments de décor, comme des néons, par exemple. Il y a aussi l'overclocking. Alors, l'overclocking, c'est une manipulation ayant pour but d'augmenter la fréquence du signal d'horloge d'un processeur au-delà de la fréquence nominale afin d'augmenter les performances de l'ordinateur. Donc, dans le processeur, le processeur overclocké exécutera davantage d'instructions par seconde, d'où la réduction du temps d'exécution des programmes. Mais attention, ça délimite, parce que là, ça paraît magnifique. Effectivement, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le processeur overclocké va exécuter davantage d'instructions par seconde. Donc, il y aura une réduction du temps d'exécution des programmes. Mais en fait, il va y avoir une production de chaleur qui est liée au carré de la fréquence. Donc, il chauffera aussi davantage, ce qui peut être source d'erreur ou d'auto-bridage du processeur. En effet, si elle est trop faible, sa tension d'alimentation le rendra instable. Et si elle est trop forte, le composant peut littéralement casser prématurément. Alors, ce bus d'alimentation a également d'autres applications purement électroniques. Je n'en dirai donc pas plus, car cela ne nous sera pas utile dans cette formation qui, rappelons-le, le but de cette formation est d'aller vers la virologie informatique, de produire des virus. Je pense que vous êtes tous intéressés par cet objectif et vous avez pu voir sur la chaîne YouTube
qu'on avait déjà commencé avec des chevaux de Troie, mais aussi en parlant de programmes autoreproducteurs. Donc vous visez tous, enfin du moins ceux qui sont encore là, cet objectif qui est la création de programmes virologiques, des virus tout simplement. Alors, voyons maintenant la mémoire. Alors il faut savoir qu'un bit mémoire, alors désolé, c'est vrai que j'ai un peu saturé là l'espace sur la diapositive, mais il faut savoir qu'un bit mémoire est constitué d'une cellule de type mémoire. Alors quand je parle de cellule mémoire, on est encore une fois sur de l'électronique. La cellule mémoire, c'est le bloc de construction fondamentale de la mémoire informatique. Et la cellule mémoire, en fait, c'est un circuit électronique qui stocke un bit d'information binaire et doit être réglé pour stocker un 1. Quand je dis un 1, c'est un 1 logique, niveau de tension haut, et réinitialisé pour stocker un 0 logique, niveau de tension bas. Donc là, on part sur de l'électronique, effectivement. Alors sa valeur est maintenue, voire stockée, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée par le processus de réglage ou de réinitialisation. Et la valeur dans la cellule mémoire est accessible en la lisant, bien entendu. De toute manière, vous verrez que lorsque l'on fait de la virologie informatique, en fait, on va utiliser des langages de programmation système. On va utiliser du C, de l'assembleur. Allez, du C++ parfois. Mais c'est vraiment du C assembleur. Vous allez voir, on va en manger. Ça va être magnifique. Ça va être de toute beauté. Alors, le type de mémoire utilisé pour le travail sur les données en lecture et en écriture forme la famille des RAM. Alors, qu'est-ce que les RAM ? On entend souvent parler de RAM. C'est Random Access Memory. C'est-à-dire mémoire à accès aléatoire ou tout simplement mémoire vive. Mais retenez quand même ce terme, Random Access Memory. Mémoire à accès aléatoire, qu'on appelle la mémoire vive. Alors, la RAM la plus courante, la plus rapide et la moins chère, étant finalement un simple condensateur associé à un transistor. Et oui, pour ceux qui nous regardent et qui sont dans l'électrotechnique, ils doivent se marrer, parce qu'effectivement, c'est ça. Alors, nommée DRAM, donc RAM dynamique, cette mémoire est très rapide, mais elle est très peu fiable. Son contenu doit être rafraîchi à intervalles réguliers. Il existe un risque d'erreur corrigé par un circuit que l'on nomme Error Correction Code, ECC, ECC en français, intégré ou non aux barrettes de RAM, parce qu'il est intégré ou non, parce qu'il est optionnel. Pardon. Alors cependant, la mémoire la plus courante pour les registres internes et la RAM intégrée au CPU est la SRAM. C'est la RAM statique. Elle est composée d'une bascule bistable. Alors je précise que ce sont des circuits dont les sorties possèdent deux états stables, 1 ou 0, mais au final ça n'a que peu d'intérêt entre guillemets, ou plutôt peu d'intérêt pour nous, mais c'est à savoir. Parce que effectivement, si on a un électrotechnicien qui passe ici, il va dire bah si, ça a un intérêt pour moi. Mais pour nous, ça a très peu d'intérêt de le savoir. Mais il faut que je vous le dise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette mémoire peut garder l'information indéfiniment quand le circuit est alimenté, et dans certains cas, peut même garder l'information en l'absence d'alimentation. Mais elle est très lente comparée à la DRAM. Et oui, pourquoi vous avez parfois des logiciels qui vous disent « Oh, je peux récupérer ce que tu étais en train de faire » alors que ton PC s'est éteint, il y a une coupure de courant ou autre. Et oui, voilà. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi il existe ce genre de logiciel. Je n'en ferai pas mon affaire, je ne discuterai pas de ce genre de logiciel. Nous, notre but, c'est d'aller vers les virus.
Alors, il existe aussi de la mémoire non volatile, qu'on appelle la ROM. Bon, autant la RAM, hein, rappelons-le, la RAM c'est Random Access Memory. Autant la ROM, vous savez tous ce que c'est. Bon, je peux pas vous entendre, mais je vous entends tous dire Read Only Memory. Lecture seule. Mémoire, lecture seule. Mémoire à lecture seule ou mémoire morte, comme on le dit. Mémoire morte. On dit souvent ça. Et on verra un peu plus loin, quand on parlera vraiment de mémoire, on verra ce qu'on appelle la mémoire de masse, qui est une mémoire très peu coûteuse. Enfin, je dis très peu coûteuse, mais acheter un disque dur d'un teraoctet, ça tourne autour des 80, 120 euros, ça reste assez cher. Mais il n'empêche que c'est une mémoire qui n'est pas chère, qui est peu chère, en comparaison d'une mémoire de registre. Enfin bon, on verra ça plus tard. Alors, ce type de mémoire, donc la ROM, ne peut être écrit qu'une seule fois ou réécrit en passant par des appareils spéciaux et contient en général le code du BIOS dans les PC. BIOS, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est le Basic Input Output System. De toute manière, on nous y reviendrons parce que je vous fais un aparté, mais on fera des virus de démarrage, des pré-BIOS. On fera des virus pré-BIOS qui se lancent avant le BIOS. Mais chut, faut pas le dire. Vous allez voir, c'est amusant. C'est amusant de toute manière, il faut prendre tout. Quand on veut s'informer, quand on veut faire des choses, il faut prendre avec bonne humeur. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour s'embêter, hop, c'est nul. Bon, revenons à ce qu'on disait. Alors, les cartes mères qui possèdent en général un mécanisme qui permet de flasher la ROM du BIOS, eh bien, pour effectuer les mises à jour ou simplement réparer un BIOS, utilise justement ce mécanisme de flash qui pourrait, parce que le BIOS pourrait être corrompu. Alors, nous aurons effectivement, comme je vous l'ai dit, mais je le redis une fois parce que ça me fait plaisir, on aura l'occasion d'étudier cela de plus près lorsque nous réaliserons un virus, j'ai dit un, peut-être plusieurs, on verra en fonction de l'engouement sur la chaîne, un ou plusieurs virus de démarrage. Et moi en tout cas, j'en ai un de prévu, un virus pré-BIOS que j'ai déjà testé sur de plus vieilles machines pour être honnête, mais on l'étudiera quand même. Voilà. Alors, désolé encore une fois, j'ai fait charger. C'est vrai que n'hésitez pas à dire en commentaire si c'est trop chargé. De toute manière, écoutez ma voix, ce qui est écrit importe peu. Ce qui est écrit, vous mettez pause, vous faites une screenshot, une capture d'écran, et puis à la maison, vous soulignez ou autre. Mais ce qui est important, c'est la manière dont c'est dit. Alors, on va maintenant voir les adresses. Alors, on donne une petite analogie qui, je l'espère, devrait vous aider à comprendre. Alors, comme une maison dans une ville repérée par un code postal, une rue, alors, et un code postal, alors il faut la ville, le code postal, la rue, le numéro de la rue, et bien entendu le nom du destinataire, eh bien une case mémoire possède elle aussi une adresse physique qui est un nombre binaire appliqué sur le bus d'adresse. Je parle de bus parce que maintenant vous savez ce que c'est qu'un bus. Sur le bus d'adresse afin de communiquer le numéro de la case à accéder. Alors, par exemple, en assembleur, ça ressemblerait à envoyer courrier à ouvrez les crochets, Monsieur Dupont, 19 rue de Breteuil. Alors j'espère qu'il n'existe pas. 19 rue de Breteuil, 75 000 Paris. Fermez les crochets. Voilà, en assembleur, ça ressemblera à ça. En effet, en assembleur, l'accès à une donnée se fait par le biais d'une expression numérique entre crochets. Par exemple, bon,
on manipule pas encore, mais par exemple, move EAX, virgule, crochet X, eh bien, va nous permettre de copier la valeur depuis la donnée pointée par grand X. Attention, la donnée pointée par grand X. Donc, en fait, grand X, c'est comme si c'était l'adresse vers le registre EAX. Parce qu'effectivement, nous verrons différentes... nous verrons l'Intel et... Enfin bref, j'en parle... Non, je vais pas vous parler de ça tout de suite. Mais nous verrons qu'il y a plusieurs... il y a plusieurs écoles. Donc là, en fait, move EAX, virgule, crochet X, grand X, pardon, permet de copier la valeur depuis la donnée pointée par grand X, donc grand X c'est l'adresse, vers le registre EAX. Alors notez que nous verrons plus en détail les commandes assembleur et les registres plus loin dans d'autres vidéos. Il faudra attendre une semaine, 2 semaines. D'ici 2 semaines, on y est déjà. Ouais. La semaine prochaine, ce sera la mémoire. On verra la mémoire virtuelle, la segmentation de la mémoire, etc. Enfin bref. Donc ici, grand X est une donnée numérique et son utilisation entre crochets signifie que c'est une adresse. Il faut savoir que la mémoire d'un PC, elle est composée d'une suite d'octets accessibles par leur adresse. Alors en général, la disposition réelle est une grille tridimensionnelle avec des lignes, des colonnes et des blocs. L'accès, finalement, est alors transparent, de manière à montrer une suite, une suite continue d'octets. Et le programmeur n'a pas à s'occuper de la disposition réelle des cellules de mémoire. Et grâce à la mémoire virtuelle, dont je vous ai évoqué le nom, nous verrons que c'est encore plus vrai. Donc, une adresse, c'est un nombre binaire qui, passant à travers un décodeur d'adresse, permet de sélectionner l'octet désiré parmi grand N octets. Grand N étant égal à 2 puissance petit n, et n, petit n, étant le nombre de bits du bus d'adresse. Rappelez-vous, bit, c'est binary digit. J'espère que c'est compris. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions. Moi, j'adore ça. Franchement, c'est exaltant, c'est génial. Franchement, c'est génial. Alors, du coup, pour donner un exemple, une adresse de 4 bits. Alors, quand je dis bits, c'est pas byte, hein, c'est pas octet, c'est des bits, donc c'est des 0 ou des 1. Donc, une adresse de 4 bits permet de sélectionner une cellule qui contient un octet parmi 16. Je vous laisse réfléchir sur cette phrase. Pour ceux qui font de la combinatoire c'est niveau première, terminale, ils auront déjà la réponse. Pour ceux qui n'ont pas la réponse, n'hésitez pas à poser la question. Et puis, aucune honte, justement, on est là pour échanger. C'est toujours un plaisir. Alors, revenons-en à nos moutons. J'aime pas dire revenons-en à nos moutons, parce que les pauvres moutons, à chaque fois... Ils n'ont pas demandé à finir en kebab, les pauvres. Bon, il est à noter que lors d'un accès à la mémoire, le microprocesseur applique des signaux binaires sur le bus d'adresse en direction de la mémoire RAM. Alors, il faut vraiment se souvenir, n'hésitez pas à revenir en arrière pour savoir ce qu'est le bus d'adresse, ce qu'est la mémoire RAM, pardon. Et le décodeur d'adresse de la RAM pointe vers la case mémoire désirée et retourne la valeur binaire de la cellule vers le bus de données. Ah, j'adore. J'adore et en même temps j'ai envie de repartir en arrière et de tout vous réexpliquer, mais on peut pas faire ça. Bon, j'espère que c'est clair, honnêtement. Si vous mettez des pauses, que vous faites des allers-retours, etc., vous prenez des notes, franchement, ça va être clair. Alors, concernant les registres. Donc, les registres, ce sont des cases mémoire. Mais contrairement à la RAM, donc la RAM, vous vous souvenez, eh bien, ils ne sont pas accessibles via le bus d'adresse, car ils sont
eux-mêmes déjà à l'intérieur du CPU, au plus près de l'unité de calcul. Les registres EAX, ESP, EBP, on les verra, on les étudiera. Très intéressant, on les étudiera dans les buffer overflow, comment faire un buffer overflow, comment faire crasher un programme, comment rentrer dans un programme et par exemple, je sais pas si vous voulez... bon, nous, notre but, c'est de faire des virus, mais si vous voulez vous ajouter 1000, je sais pas, 1000 crédits dans un jeu, si vous voulez, on verra ça. En fait, les questions, on est vraiment ouvert aux questions. Je suis vraiment ouvert aux questions. Et surtout, n'hésitez pas. Donc, comme je disais, les registres sont des cases de mémoire qui, contrairement à la RAM, ne sont pas accessibles via le bus d'adresse parce qu'ils sont à l'intérieur du CPU. Alors, les registres étant des cases mémoire, ils contiennent des valeurs binaires organisées en octets. Les valeurs binaires sont des variables car elles peuvent être modifiées à tout moment. Donc, une variable aura un support physique, le support physique étant la mémoire, évidemment. Quand vous dites je dois enregistrer quelque chose qui n'est pas... qui ne vous semble pas physique, je sais pas, un film par exemple, hop, vous l'enregistrez sur un disque dur, boum, ça devient de la mémoire. Voilà, pour l'exemple, il est un peu nul, pardon. Et du coup, c'est la même chose pour une constante, car les constantes sont des variables particulières, étant donné qu'elles sont censées être constantes, c'est-à-dire ne pas pouvoir être modifiées. Donc, ce qui reste possible pour les programmeurs d'élite qui aiment bien écrire du code automodifiable, ce qu'on appelle le self-modifiable code. Alors, ce qui permet des optimisations radicales, mais rend le code pratiquement illisible pour les programmeurs non expérimentés. Alors, quand je dis non expérimentés, pour les programmeurs, tout simplement. N'y voyez pas d'attaque ou autre à ceux qui sont programmeurs. Surtout. Je voudrais pas me faire incendier dans les commentaires. Justement, le but, c'est de réunir, pas de diviser. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est manipulé se trouve quelque part dans la mémoire. Tout ce qui est manipulé se trouve quelque part dans la mémoire. Tout est représentable par un 0 ou un 1 dans une case mémoire. Et on peut accéder à ces cases mémoire grâce à leur adresse. Allez voir le sketch de François Damien où il dit « Mon adresse ? Vous voulez mon adresse ?» Voilà. Non. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est manipulé se trouve quelque part dans la mémoire. Et donc, tout est représentable par un 0 ou un 1 dans une case mémoire. Et on peut accéder à ces cases mémoire grâce à leur adresse. Voilà. Alors ici, nous avons parlé de mémoire et de registre. Nous verrons cela plus en détail avec la gestion de la mémoire. Mais d'abord, voyons rapidement quelques opérations logiques. Vous verrez, là, c'est beaucoup moins amusant que l'on retrouve en assembleur. Honnêtement, c'est pas amusant. Alors, il faut savoir, effectivement. Je vois les diapos et c'est vrai que j'ai noté ça. Il faut savoir, même si c'est plutôt évident, que les bits ne sont rien s'il n'est pas possible d'effectuer d'opérations dessus. C'est triste, mais c'est la vérité. À quoi servent des bits si on ne peut pas effectuer d'opérations dessus, si on peut pas faire de plus, de XOR, de OR, de négation, etc. Nous allons voir. Alors c'est pourquoi justement il existe des opérations logiques et arithmétiques permettant de jouer avec leurs valeurs. Alors une opération logique, elle est constituée d'une boîte noire avec des entrées et des sorties binaires. Le contenu de la boîte noire effectue une opération sur les entrées et va donner un résultat sur les sorties. Alors la boîte noire peut très bien porter un symbole afin d'identifier sa fonction. D'ailleurs, je dis ça peut très bien. En fait, elle porte un symbole, parce que sinon, on n'identifie pas sa fonction. Parce que quand on a affaire à une page de symboles d'opérations logiques, etc., c'est ok, mais quand on a affaire à 30 pages pour nous expliquer le fonctionnement de tel processeur ou de tel je ne sais quoi,
ça devient plus embêtant s'il n'y a pas de symbole pour identifier les fonctions. Alors, les 3 opérations de base sont le OU logique, le OR, le ET logique, le AND, le non logique, le NOT. Vous aurez remarqué, c'est de l'anglais. Alors, commençons avec le OU logique que l'on retrouve en assembleur et partout ailleurs en fait sous le nom de OR. Alors, le symbole du OU logique est un plus. C'est un plus. L'état des bits est additionné. Et si une des 2 entrées est à 1, alors la sortie est à 1. Nous avons donc logiquement le tableau suivant. Par exemple, j'ai 0 plus 0 égale à la tête à Toto, égale à 0. 0 plus 1, bah boum, bien direct 1. 1 plus 0, bah bim 1. Et juste, rappelez-vous, on manipule des 0 et des 1. Donc j'ai 1 ou 1. Si j'ai 1 ou 1, j'ai forcément 1. Fromage ou dessert, ok. Si on vous dit fromage ou fromage, bah, il y aura fromage. Voilà. Donc 1 plus 1 égale à 1. C'est la seule chose qui pouvait poser problème. Alors, le et logique. Donc, le symbole du et, c'est un point. L'état des bits est multiplié. Et si l'une des 2 entrées est à 0, la sortie est 0, effectivement. Donc, logiquement, 0 fois 0 égale 0. 0 fois 1, bon, je vous l'apprends pas, hein, égale 0. 1 fois 0 égale 0. Et 1 fois 1, bah, c'est le seul qui est égal à 1. Voilà. Alors, passons maintenant au non logique, le NOT. Alors, le symbole du non, c'est un slash. Alors, vous verrez, si vous faites de l'algèbre de boules, si vous faites des mathématiques, etc., vous verrez d'autres symboles, d'autres représentations. Là, il faut savoir tout simplement qu'avec le non, bah, l'état des bits est inversé. Par exemple, si l'entrée est à 1, bah, non 1, c'est 0. Si l'entrée est à 0, eh bien non 0, c'est 1. Donc voilà, entrée 0, sortie 1, entrée 1, sortie 0. Maintenant, à partir de ces 3 opérations de base, il est possible de réaliser toutes les fonctions logiques, séquentielles et arithmétiques qui composent un ordinateur, ainsi que des cellules de mémoire statique. Bref, tout ce qui est à l'intérieur d'un PC est construit à partir de ces 3 circuits, en dehors des circuits purement analogiques, tels que les filtres et les alimentations, que l'on n'étudiera pas au cours de cette formation. Alors, donc voici les autres fonctions élémentaires. Tout d'abord le OU exclusif, le XOR. Le symbole du XOR est le plus entre parenthèses. En général, bon, j'ai pas réussi à bien le représenter, mais c'est un plus dans un rond. Donc les entrées sont additionnées. Alors si le résultat est impair, la sortie passe à 1. Intéressant. Si le résultat est impair, la sortie passe à 1. Donc en assembleur, on voit cela comme une sorte de comparaison. Et vous verrez quand on décompilera, parce que vous devez vous dire là, mais ça devient chiant. Oui, c'est un peu embêtant. Mais en fait, je passe du temps dessus. Vous voyez rapidement ce que c'est. Vous apprenez rapidement, ça se retient facilement. Mais nous verrons effectivement qu'en assembleur, c'est utilisé comme une comparaison. On va faire par exemple, je sais pas, par exemple, on va avoir une variable vraie et une autre variable vraie. Et pour dire que ces 2 variables sont égales, en fait, sont soit toutes les 2 vraies, soit toutes les 2 fausses, on va comparer ça à 0. Et si elles sont égales à 0, alors on a bingo. Effectivement, remarquez, 0 XOR 0 égale 0, 1 XOR 1 égale 0. Par contre, 1 XOR 0, c'est 1, 0 XOR 1, c'est 1. Voilà.
Alors, passons à la suite. Je ne vais pas vous embêter. Alors, la négation logique neg. Alors, elle fait intervenir des bits organisés en mode de taille variable. Tout simplement, les bits sont inversés et on additionne 1 au résultat. Donc, j'ai même pas mis de schéma parce que c'est pas plus intéressant que ça. De toute manière, la suite, bon, après, on a l'addition add. L'addition effectue donc la somme de deux entrées et va retourner le résultat en sortie. Si le résultat dépasse la capacité, le bit de retenue, parce qu'il y aura, vous allez voir, au début vous allez avoir du mal à comprendre ce bit de retenue, mais comme vous avez, comme nous tous, je vous parle comme si vous étiez des aliens, appris les retenues, et bien comme le bit de retenue est mis à 1, et bien tout simplement ce sera 1. Alors la soustraction, en fait c'est un neg sur l'entrée à soustraire de l'autre, puis on fait une addition. Donc en gros par exemple on a A moins B, on va faire moins B, et ensuite on va faire A plus moins B. Ce qui est logique, ce qui fait donc bien A moins B. Donc pour l'entrée à soustraire, les bits sont inversés et on additionne 1 au résultat. Une fois cela effectué, on additionne les deux entrées. Si vous voulez partir de la vidéo, je vous comprends. Il n'y a plus grand chose de très intéressant. Peut-être la division est intéressante, mais là, la multiplication, bah, ça peut être résolu de manière différente. Ça dépend du type de processeur. On verra ça plus loin. On va regarder un petit peu la division. La division, c'est marrant. La division, en fait, c'est... comment dire, elle va utiliser une entrée dont la résolution est le double du diviseur pour retourner un résultat de la même résolution que le diviseur. Attention, c'est pas tout clair. C'est pas tout clair, c'est très partisan, quoi. Donc il existe aussi des opérations purement logiques qui vont justement ne pas faire intervenir d'opérateurs particuliers. Et en théorie, il s'agit que de câblage. Donc encore une fois, si vous avez un pote qui est électricien, électrotechnicien plutôt, je dirais. Et si ça vous embête, mais vous verrez qu'on va vite décrocher sur ça. On va vite aborder l'assembleur, etc. Ça passera nickel. Mais moi, je me sens obligé de vous prévenir que il n'y a pas de saut métier. Parce que quand on est derrière un ordinateur et qu'on veut s'amuser à faire des trucs exceptionnels et que bah, on appelle l'électricien parce qu'on ne sait pas brancher une prise, bah, l'électricien, lui, il sait brancher la prise et il sait pourquoi ça passe. Et nous, on ne sait pas pourquoi ça passe pas. Enfin bref. Donc, en réalité, il existe des fonctions logiques qui visent à fiabiliser et isoler les opérations des autres circuits. Ce sont principalement comment ils appellent ça, des multiplexeurs, donc des sélecteurs d'adresse et des mémoires tampons intermédiaires. Alors, ces opérations sont les décalages et rotations de bits. Donc, prenons un octet. Là, ici. Hop, prenons un octet. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. H. Donc H, juste pour dire en hexadécimal. Et décalons tous ces bits d'un cran vers la droite. Il en ressort le résultat suivant, logiquement, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Effectivement, on a décalé tous ces bits vers la droite. Eh bien, on vient de donner des exemples de décalage et de rotation de bits qui permettront de réaliser une division, mais aussi des multiplications dont on n'a pas trop parlé. Alors, voyons maintenant de plus près ces opérations, parce qu'on a parlé de décalage, mais parlons-en brièvement, et puis on finira cette vidéo. Alors, on a le décalage logique à droite, qu'on appelle CHR. Donc, chaque bit prend l'état de celui qui le suit. Et R, c'est le drapeau de retenue. Donc, si celui-ci, là, le bit, ici, sera remplacé automatiquement par 0. Voilà.
Et le dernier bit sera le bit de retenue. Bon, bah maintenant, ensuite on a le décalage logique à gauche, SHL. Donc chaque bit prend l'état de celui qui le précède cette fois-ci. Parce qu'avant c'était chaque bit prend l'état de celui qui le suit. Là maintenant c'est celui qui le précède. Donc on fait de la même manière. On va prendre celui-ci, on va le mettre dans la retenue. Et on va tout décaler. Tac, 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 tac. On décale de chaque case et on vient mettre un 0 ici. Alors ensuite on va voir les rotations si je ne m'abuse. Alors, rotation à droite, ROR. Donc c'est comme pour un décalage à droite, mais le dernier bit prend l'état du premier par rebouclage. Donc en fait, tout simplement, hop, celui-ci, qui va quand même aller dans la retenue, il va reboucler et il va reprendre la place du premier. Et on continue le décalage comme on avait fait. La rotation à gauche, c'est exactement la même chose, sauf qu'on le fait dans l'autre sens. Ensuite, il y a la rotation à droite à travers la retenue. Donc comme la rotation à droite, c'est exactement la même chose, mais en ajoutant le bit de retenue. Donc c'est une opération sur 9 bits au total. Parce que le bit de retenue ici va revenir au début. Donc en fait on opère sur 9 bits. Parce que pour rappel on est sur des octets. Hein. Donc un octet, comme vous le savez, c'est 8 bits. Et un bit, c'est un binary digit, c'est compris entre 0 et 1. Et là, ici, on fait intervenir la retenue. Et bien, ensuite, on a... là, j'ai fait la rotation à gauche. Ouais, en fait, j'ai oublié la rotation à droite. La rotation à gauche, c'est dans l'autre sens. Voilà. Alors, maintenant, concernant les décalages, un petit peu plus intéressant, il faut savoir qu'un dérivé des décalages permet de traiter des multiplications et des divisions par puissance de 2 sur des nombres signés. Rappelez-vous, signé, c'est quand il y a un signe. Quand il y a du négatif, par exemple. Tout se passe comme lors des multiplications et divisions d'un nombre décimal par une puissance de 10, où nous décalons les chiffres d'un nombre de rangs correspondant à la puissance de 10. Donc en décimal, nous avons en effet 123 fois 10, ce qui nous fait 1230. Et moins 2345 divisé par 10, ce qui nous fait moins 234, avec un reste qui vaut 5. Certains diraient moins 234,5. Mais on peut dire moins 234 avec un reste qui vaut 5. Alors en effet, lors d'un décalage, les bits prennent alors une valeur 2 fois inférieure ou supérieure. Pour cette raison, il existe aussi les opérateurs de décalage arithmétique SAL. Donc SAL, c'est décalage arithmétique à gauche. Et SAR, décalage arithmétique à droite, que l'on va voir juste après. Mais avant, regardons ces deux exemples. Ici, 1, 0, 0, 1, SAL 1. Donc ça nous donne égal à 1, 0, 0, 1, 0. Ensuite, 1, 1, 0, 1, 1, SAR 1 égale à 1, 1, 0, 1 avec une retenue de 1. Alors cela ressemble drôlement à nos multiplications et divisions par 10. Si vous faites bien attention. Si vous mettez pause, vous posez le calcul. C'est assez amusant. 1, 0, 0, 1, SAL 1. C'est comme si on multipliait par 10. 1, 1, 0, 1, 1. SAR 1. C'est comme si on divisait par 10. Parce que le 1 s'enlève. Et on a une retenue. Bref, c'est amusant, voilà. Bon, finissons un petit peu cette vidéo rapidement avec ce que font justement ces opérations d'un peu plus près. Rapidement, le décalage arithmétique à droite, le SAR. Donc c'est un décalage logique qui conserve le bit de poids fort. Hop, hop, hop. Le bit de poids fort bouge pas. Ça peut être le bit de poids fort ou le bit de signe, pardon. Donc c'est le bit le plus à gauche qui ne bouge pas.
Et sinon, c'est un décalage logique, tout simplement. Et on a le décalage arithmétique à gauche, sale, qui est identique au décalage logique à gauche. Il faut veiller à tester la sortie du bit de signe afin de conserver cette information. Et sinon, c'est la même chose, sauf que c'est un décalage à gauche. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, on termine effectivement cette vidéo sur ce décalage à gauche. Alors, dans la prochaine vidéo, avant de voir plus en détail le langage assembleur, que ce soit les préfixes, les opcodes ou les opérandes, nous devons voir la gestion de la mémoire, ainsi que le fonctionnement de la pile. Alors, cela nous permettra de comprendre les différentes commandes assembleurs, dont certaines que nous venons de voir. Voilà. Bon, je vous spoil puisque j'ai quand même envie. Mais je pense que je ferai un plan en 3 parties sur la prochaine vidéo. Ce sera mémoire virtuelle, segmentation de la mémoire et enfin les registres. Voilà, je vous ai spoilé. Désolé. Allez, à bientôt. Ciao.